Bienvenue Fatoumata Keita. Et donc, on a trois Fatima, Fatoumatou, Fatimata. Bonjour Fatimata. Alors, on est un petit nombre de 7. Je pense qu'on pourrait commencer raisonnablement. Je ne sais pas, Sandy, ce que tu en penses. Tout à fait, on peut commencer. Bonjour Fatoumata. Moi, je suis Fatimata. Voilà. Bonjour Fatimata. Bonjour. Oui, je pense qu'on devrait commencer. Merci vraiment d'être là et de participer à cette table ronde en lien avec la conférence internationale sur le planning familial. L'année dernière, on s'est retrouvés tous ensemble. La dernière fois, on s'est retrouvés tous ensemble. Cette fois-ci, c'est virtuel. Mais c'est toujours bon de continuer à maintenir le contact et à discuter des problèmes qui concernent le planning familial et surtout des idées innovantes que nous avons pour faire avancer le planning familial, la planification familiale, la santé sexuelle et reproductive dans nos pays respectifs. Alors moi, je suis Amina Toussard. Je suis la directrice de PASS au Sénégal et je suis en même temps la responsable, je vais mettre ma vidéo pour que vous ne me connaissent pas. Et je suis en même temps la responsable du hub régional pour l'Afrique de l'Ouest de PASS. Je vais laisser ma collègue Aïssata se présenter aussi et on fera connaissance comme ça. Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Je m'appelle Aïssata Fall, je suis une représentante pour PRB pour la région Ouest et Centrafrique. Et je travaille donc aussi, je collabore avec PASS sur le self-care, particulièrement au Sénégal. Merci Aïssata. Je ne sais pas, Sandy, si tu veux bien te présenter. Oui, merci beaucoup, Ami. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sandy Garçon, je suis responsable de plaidoyer chez Population Services International et je suis également dirigeant du secrétariat de la coalition Self-Care Trailblazer Group. Merci Sandy. Fatimata, a-t-on encore besoin de te présenter? Un plaisir de te voir en tout cas. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Fatimata aussi. Je suis connectée à vous depuis la Somone. Je suis l'ancienne directrice du partenariat de Ouagadougou. Et actuellement, je suis dans le groupe de advisors, de consultatifs de CIF. Et c'est en cette capacité que je suis très intéressée sur cette thématique de l'auto-soin, qui est beaucoup soutenue par CIF. Je travaille aussi, je suis dans le conseil d'administration de Tostan et dans le conseil d'administration de In Their Hands au niveau de Nairobi. C'était un thème qui m'intéresse énormément en tant que femme d'abord, activiste sur les questions de santé sexuelle et reproductive, mais aussi étant dans ces instances. Merci. Merci beaucoup, Fatimata. Fatima Kandine. Bonjour à tous. Je crois que j'ai un problème avec ma vidéo. Bonjour, Madame Fatima Tassi. C'est un réel plaisir de vous revoir, même si c'est en virtuel. Je suis Madame Kandine Fatima. Je suis à l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé. Donc, je coordonne un projet sur la démographie et la santé sexuelle et de la reproduction.
un projet qui est financé par l'Agence française de développement. Donc, en ce sens, cette thématique m'a beaucoup intéressée. On s'occupe surtout du plaidoyer et des échanges, surtout des bonnes pratiques, afin de permettre aux différentes politiques que nous élaborons pour qu'on puisse prendre cet aspect en charge. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi d'intégrer cette table ronde-là. Merci. Merci beaucoup. Fatoumata Keita, allez-y. Et bonjour tout le monde, moi je suis Fatoumata Keita, je travaille à Plan International Mali et je suis responsable de renforcement des capacités des sous-récipiendaires sur la subvention du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida. Magnifique. Et nous avons notre collègue très importante qui est derrière, que vous n'entendrez pas, mais qui est en train de nous aider à la préparation, Casey Henderson, qui fait partie du Self-Care Trailblazer Group. Merci, Casey, de ton appui. Bon, on a pris pas mal de retard pour commencer cette table ronde. Et donc, on va essayer d'aller directement dans le vif du sujet, juste quelques conseils. Si vous pouvez utiliser lever la main qui est sur votre écran quand vous cliquez sur la liste des participants. Vous pourrez avoir l'option raise hand pour ceux qui font en anglais ou lever la main. Donc, si vous voulez intervenir. Comme on n'est pas nombreux, ne nous encombrons pas de toute cette technologie. Vous pouvez directement prendre la parole. Il y aura des moments où on va discuter, quelqu'un sera en train de présenter et que vous avez des idées. N'hésitez pas à utiliser le chat. Vous avez le bouton chat. Là-bas, vous pourrez partager vos idées ou des choses que vous voulez mettre en avant ou réagir à ce qui est en train de se dire directement dans le chat. Je vous demanderai peut-être pour faciliter la discussion que quand vous ne parlez pas, de couper votre micro. Comme ça, on évitera les interférences. Et quand vous prenez la parole, il serait bon aussi que vous nous montriez vos merveilleux visages. Et on apprécierait de faire votre connaissance, même si c'est virtuellement. Évidemment, si la connectivité n'est pas bonne de votre côté, il n'y a pas de problème pour laisser votre vidéo éteinte. Bon, aujourd'hui, on est vraiment en train de discuter d'une thématique qui est très importante parce que c'est une thématique qui est portée par l'OMS, pas seulement, mais c'est quelque chose sur lequel beaucoup d'organisations s'intéressent et réfléchissent. Et aujourd'hui, dans le cadre de ICFP, nous voudrions vraiment voir quelles sont les politiques de santé, les programmes nationaux ou les types de plaidoyers que vous menez pour promouvoir l'auto-soin. Donc, c'est une table ronde où on espère vraiment échanger avec vous sur comment ça se passe dans votre domaine, dans votre organisation, dans votre pays, les leçons apprises donc de différents pays. Et nous allons faire cela à travers des questions-réponses, des questions qu'on va vous poser de façon régulière et que vous pourrez nous donner votre avis sur cela. Nous espérons que vraiment ce sera un échange très ouvert et très spontané sur toutes ces questions-là. L'auto-soin, vraiment, l'OMS définit l'auto-soin comme la capacité des personnes, des individus, des familles et des communautés à faire la promotion de la santé, à prévenir les maladies et à rester en bonne santé et faire face à la maladie et au handicap. Et on estime qu'il y a beaucoup d'initiatives d'auto-soin qui se font de façon traditionnelle comme de façon beaucoup plus organisée, mais l'idée c'est vraiment rendre accessible aux femmes des produits dont elles ont le contrôle et promouvoir
des connaissances en santé et les comportements sains, à renforcer les capacités et les droits individuels, et surtout à encourager l'engagement communautaire dans la prestation des soins de santé. Cette question est d'autant plus importante qu'on est tombé en pleine Covid et on a vu combien cette pandémie a permis de réfléchir la santé autrement et de voir que finalement faire la promotion de l'auto-soin comme une réponse à la pandémie était une des pistes qui ont été explorées, notamment avec l'autotest du VIH ou avec le DMPA ici, beaucoup plus connu comme Cyanapress, qui sont des tentatives d'auto-soin, sans oublier évidemment l'auto-injection d'insuline pour les diabétiques et bien d'autres approches qui ont été mises en œuvre depuis longtemps. Alors maintenant, ce qu'on voudrait comprendre et discuter avec vous, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, ou celles qui avaient participé à la conférence du Rwanda, qu'est-ce qui se passe maintenant? Au cours de l'année écoulée, quels progrès ont été enregistrés par votre pays ou pour votre organisation pour faire avancer l'auto-soin, que ce soit par le biais de politiques ou de programmes nationaux de santé? Voilà. Et Sandy et nos collègues derrière vont essayer de capter un peu ce que vous donnez comme réponse directement, mais on va aller dans le vif du sujet en vous demandant où est-ce que vous en êtes dans la promotion de l'auto-soin dans votre organisation et votre pays. À vous la parole. Qui souhaiterait intervenir? Ce que nous essayons vraiment de comprendre, c'est par quels moyens de sensibilisation vous avez utilisé sur l'auto-soin. Est-ce que vous avez été vers le secteur privé dans votre pays et par quels moyens? Comment vous avez établi des partenariats avec le gouvernement, par exemple, pour faire avancer l'auto-soin? Est-ce que vous avez travaillé avec la société civile? Quel est l'état des lieux aujourd'hui de l'auto-soin dans votre domaine, dans votre pays? Bon, je vais provoquer un peu. Je vais prendre ce qui est plus facile pour moi, hein. Donc il n'y a pas de préférence. Je vais demander à Madame Candinet, puisque je connais un peu Progrès d'Emsan, le projet. Tout à l'heure, vous avez parlé des bonnes pratiques et de ce que vous vouliez diffuser pour que ce soit inscrit aussi un peu plus largement dans des politiques. Est-ce qu'il y aurait un exemple un peu plus précis de ce qui a pu être fait par WAHO dans un premier temps, peut-être avec quel partenaire a été le point d'entrée le plus facile pour après ramener ça au niveau de plus large, gouvernemental, pays ou régional? Merci. Bon, c'est Madame Candine. Ah, pardon, parce que comme c'est écrit Candine, Candine, voilà, pardon. Bon, au niveau de WAHO, bon, le projet d'EMSA, de façon générale, fait la promotion des bonnes pratiques en matière de santé de la reproduction. Également, par rapport à cet aspect, des formations ont été faites au niveau des différents pays. L'ensemble des pays de la CEDEAO par l'OAS, parce que le projet d'EMSA intègre les différentes stratégies de l'OAS afin de pouvoir les atteindre de façon globale. Donc, les pays visés par le projet d'EMSA sont des pays de l'Afrique de l'Ouest, des pays francophones. Donc, la politique pour les meilleures pratiques, c'est de voir au niveau de chaque pays les meilleures pratiques ont été sélectionnées. Vous le savez bien que l'OAS fait
la promotion des bonnes pratiques à travers un forum régional qu'ils organisent tous les 2 ans. Donc, au cours de ce forum, les bonnes pratiques qui ont été identifiées par les différents pays, donc à travers le projet DEMSA et les autres projets qui interviennent au niveau de l'OAS, l'institution en question arrive à aider les pays à faire la promotion de ces pratiques-là, à les examiner, et s'il y a des contributions à faire au niveau du pays, l'OAS s'en charge pour le faire. D'un autre côté, au niveau du projet DEMSA, il y a un fonds de renforcement des capacités. Un fonds de renforcement des capacités qui est mis à la disposition des différents pays, que ce soit le ministère de la Santé ou les ONG, afin de faire la promotion de tout ce qui est bonne pratique et de tout ce qui est politique en matière de santé, de la reproduction, qui n'est pas intégré dans leur stratégie nationale. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à l'intégration de ces différentes politiques au niveau des pays. Merci. Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions ou des éclaircissements par rapport à ce que je viens de dire. Merci. Merci beaucoup. Comme on n'est pas nombreux, on peut en profiter pour faire un peu le tour. Comme on parle justement des bonnes pratiques qui sont appuyées, celles qui ne sont pas dans les stratégies, en tout cas nationales, j'aimerais bien savoir du côté du Mali, du côté du plan, en termes d'auto-soins et particulièrement d'auto-tests, puisque vous êtes sur le VIH, avec les fonds du Fonds mondial, comment est-ce que ça s'organise? Qu'est-ce qui est fait avec les sous-récipiendaires du Fonds mondial en termes de renforcement de capacité? Donc, je voudrais plus qu'on s'axe sur l'autotest, parce que c'est un peu tout ce qui va être autour de l'auto-prise en charge pour le VIH. Mais surtout, qu'est-ce qui est fait qui est vraiment en lien avec soit la stratégie, la stratégie ou le plan d'action nationale au Mali pour le VIH, mais aussi plus largement sur la réflexion de la santé sexuelle et reproductive. En fait, Madame Keita. Oui, et merci. Et depuis 2019, il y a eu un projet de Atlas qui a été mis en place, un projet régional qui couvre les 3 pays, le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est l'introduction de l'autotest de dépistage. Ce projet, c'est un projet pilote qui a été mis en place au profit des populations vulnérables, surtout les populations clés, l'autotest à leur niveau, les populations difficiles d'accès. Et puisqu'au Mali, cette politique n'est pas encore prise en compte par le gouvernement. Et on est dans l'intégration de l'autotest au niveau national. Et les activités sont mises en place et sont mises en œuvre en partenariat avec les différents acteurs, mais c'est mis en œuvre par les organisations de la société, les organisations communautaires des populations cibles. C'est la dispensation de l'autotest au niveau communautaire. Par exemple, avec les ACSAS, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les professionnels des sexes, et à ce niveau-là, les populations difficiles d'accès. C'est un programme qui commence, dont la couverture est très minimale, puisqu'il n'y a pas assez de tests pour couvrir la totalité de la population. C'est un projet pilote qui est mis en œuvre. Mais on a commencé à intégrer ce projet au niveau national et des documents sont en élaboration pour essayer d'intégrer la dispensation de l'ADVIH au niveau national et élargir à d'autres groupes plus que les groupes population clés. Et on est à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup.
Et dans ce cas-là, maintenant, je vais venir vers Madame Fatima Atassi, dans son rôle lié que ce soit au CIF ou Toscane ou Intraef. Comment est-ce que dans un contexte où on a Waro qui a, par exemple, cet appui pour capturer les bonnes pratiques tous les 2 ans, et je me posais la question du dernier forum régional par rapport à la publication des normes de l'OMS, des lignes directrices de l'OMS en 2019. Donc aujourd'hui, début 2021, comment est-ce que les organisations que vous appuyez ou vous représentez, on a d'un côté des tests ou des pilotes, en tout cas de la mise à disposition finalement assez restreinte, focalisée sur les populations clés, si on prend le VIH, mais de toute façon toujours trop restreinte et développée par la société civile. De l'autre côté, beaucoup plus largement, au niveau régional, une capture, peut-être pas en temps réel, de bonnes pratiques et un appui à des pratiques qui ne sont pas dans les stratégies nationales. Au milieu de ça, en termes d'appui, qu'est-ce qui est envisagé ou qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce que vous avez constaté comme progrès au cours de l'année écoulée voilà. Oui, Est-ce qu'on a avancé? Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est une très grosse et grande question. Bon, c'est que cette approche, ces stratégies pour l'auto-soin, je crois que maintenant, on en parlait, on disait que c'est ce qui allait faire avancer l'agenda, en tout cas de nos pays, pour atteindre les objectifs dans plusieurs domaines. Sachant que aujourd'hui, le système de santé, il faut absolument le décentraliser, le démocratiser et que faire en sorte qu'aujourd'hui, la plupart, un paquet de soins et de services qui soient dans les services vitaux, c'est que ce soit entre les mains des individus parce que c'est possible et on le ferait selon les directives de l'OMS. Je pense que ça, c'était un constat et tout le monde était d'accord pour avancer cela. Et ce qui s'est passé, c'est que la COVID-19 a montré encore à quel point ceci est essentiel. Parce que ce que nous avons vu durant l'année écoulée, c'est que le système de santé a été secoué par d'abord une première vague et aujourd'hui on est dans la deuxième vague et que ça a pris beaucoup, donc la COVID a déstabilisé en quelque sorte nos services de santé qui font que l'ensemble des ressources, que ce soit les ressources humaines, les ressources financières, tout, est orienté vers cette pandémie qui affecte tout le monde et qui devient une urgence. Mais à côté de cette urgence, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a d'autres soins, d'autres services qui sont plus ou moins négligés ou aujourd'hui le patient ne sait pas où donner de la tête. Donc tout ça pour dire que si nous étions très préparés ou un peu préparés ou préparés à un certain degré sur les questions d'auto-soin, peut-être qu'on n'allait pas régler le problème, mais on allait l'atténuer d'une certaine manière. Et c'est ce à quoi je pense que nous devons toujours inviter les pays dans cette crise de la COVID. C'est comment faire en sorte donc de trouver des solutions, des espaces pour que l'individu ne stresse plus pour ces questions de santé autres que le COVID. Et on est tous dans ce cas, y compris nous, quand nous réfléchissons. Moi, aujourd'hui, quand j'ai un petit bobo, je me dis vers qui je dois me tourner, parce que sachant que c'est un peu difficile. D'abord, il y a la deuxième chose, c'est que les gens évitent les structures de santé parce qu'on se dit toujours, est-ce qu'on ne va pas attraper, etc. Donc, il y a beaucoup de questionnements. Donc, ceci dit, ça doit encore réconforter les pays que même dans cette crise, il faut absolument que cette question d'auto-soin soit au cœur des stratégies aujourd'hui pour pouvoir régler les questions autres que les questions de la COVID. Je pense que c'est
en toute chose, comme on dit, malheur est bon. On n'aurait pas souhaité du tout avoir cette pandémie. Mais aujourd'hui, ça nous donne raison pour aller le faire. Ça, c'est mon... Et je ne vois pas ça de manière claire, de manière structurée, en termes de réflexion stratégique dans les pays. Je ne le vois pas. Ouais. La deuxième chose, ce que je voulais dire aussi, c'est que, bon, il y a lieu peut-être que dans ça, quand on parle aujourd'hui de l'auto-soin, c'est que chacun des pays puisse identifier un paquet pour avancer ou commencer par un paquet. Ce qui est dans le cas de certains pays, hein, parce qu'on a vu, comme vous avez dit, l'autotest pour le VIH, on a vu ça, il y en a presque pour ce qui est la planification familiale, on a vu l'injection de l'insuline pour ce qui est du diabète. Donc, il y a au moins un paquet de services sur lesquels les gens peuvent bâtir. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire en termes de faire connaître déjà ça au niveau et de l'intégrer dans les paquets de services les plus décentralisés au niveau des pays. Et que moi, même s'il y a des initiatives qui sont faites ça et là, je pense que ma suggestion, c'est que des organisations comme PATH, et même aujourd'hui, je dirais l'OAS, c'est comment faire pour l'accélération de cette démarche-là pour arriver à quelque chose. Donc, voilà un peu les quelques axes. Merci. Je pense que vous posez vraiment le débat en vous disant qu'on a une opportunité aujourd'hui avec la COVID d'accélérer la réflexion autour de l'auto-soin. Mais en même temps, ça arrive dans un moment où très peu de pays, pour ne pas dire aucun pays, n'a un cadre qui encadre un peu l'auto-soin et qu'il y a beaucoup d'obstacles qui sont même dans la législation ou dans les directives nationales. Donc, je voudrais qu'on parle un peu de ces obstacles-là. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'il y ait une véritable stratégie, une véritable politique intégrée aux politiques de santé sur l'auto-soin et qui soit considérée comme faisant partie du continuum de soins dans nos différents pays. Et on a la chance ici d'avoir l'OAS qui a vu transversal sur tous les pays d'Afrique de l'Ouest et même Madame Keïta qui est sur le projet Atlas qui couvre plusieurs pays. Que vous pouvez un peu nous dire quels sont, d'après vous, les obstacles au progrès dans la mise en œuvre de l'auto-soin? Je pourrais peut-être donner la parole à Madame Candine. Votre micro est fermé, Madame Candine. Oui, désactivé mon micro. Merci vraiment. Je pense que Fatimata a touché du doigt la partie essentielle, si je peux dire, de cette table ronde. Parce que le problème au niveau des différents pays, et c'est ce que nous avons constaté tous, il y a un problème surtout des textes et des législations qui légifèrent l'ensemble de nos structures de santé. Un petit exemple en prenant la délégation des tâches. Pour l'APF, dans certains pays, c'est facile de le faire, dans d'autres, c'est des difficultés parce que le texte ne permet pas à tel agent ou tel prestataire de soins de mettre en œuvre telle activité. Donc, de la même façon, l'auto-soin aura des difficultés à s'implanter dans les différents pays. Et je pense que cette réflexion est importante. Nous devons la faire et pouvoir avancer, vu le contexte de Covid qui nous interpelle tous. Parce qu'aujourd'hui, c'est Covid, demain, c'est une autre
maladie qui peut venir handicapper l'ensemble des secteurs et nous devons penser à pouvoir faire face tout en faisant la promotion de ce soin. Maintenant, au niveau de l'OAS, je pense que c'est peut-être une opportunité d'échanger puisque l'OAS a un rôle également politique qui pouvait facilement accélérer la mise en œuvre des différentes politiques au niveau des pays. Je dirais, pour modifier, pour être dans la même vision au niveau de la CEDEAO, de l'organisation de la communauté des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ils peuvent se réunir à travers un sommet et prendre une décision facilement. Donc, à nous, les différents acteurs, les différents techniciens, de réfléchir et de pouvoir aborder les pays dans ce sens. Voilà ce que je pense par rapport à cela. Merci. Il y a tout le côté donc de la législation. Merci beaucoup, Madame Candine. Mais tout à l'heure, Madame Keita, elle disait que, par exemple, sur l'autotest du VIH, il manquait aussi, il n'y avait pas assez de tests, qui se pose aussi toute la question de est-ce qu'on a les moyens de notre politique. Donc, Madame Keita, vous-même, qu'est-ce que vous pensez sont les obstacles à l'avancée de l'auto-soin, au progrès qu'on souhaiterait voir dans l'auto-soin? Tout d'abord, le premier obstacle, c'est l'insuffisance de politique, pas de politique réelle. Et c'est ça qui nous a fait même amener à approcher la partie nationale pour que ce volet qu'on prenne en compte dans la politique générale de santé. Il n'y a pas de politique par rapport à cela, par nos gouvernements. Et puis, il n'y a pas de documents élaborés pour si on prend la dispensation de l'ADVIH, il n'y a pas de documents. On a amené le gouvernement à faire des consultations pour essayer d'élaborer des documents nationaux par rapport à l'ADVIH. Il y a aussi l'insuffisance de financement. Pas de financement par rapport à cela. Même on est en train d'élaborer ces documents-là pour essayer d'étendre la couverture, mais quand on va étendre la couverture, ça va refléter sur la quantité de produits à utiliser. Et cette quantité n'est pas disponible. Et on est en train de parler, il faut essayer de prendre et essayer de voir le Fonds mondial pour que le Fonds mondial prenne en compte. Ça, ce sont des trucs qu'on doit éviter. On doit poser une politique pour le pays même doit être capable de poser des politiques d'achat des intrants par rapport aux difficultés que nous sommes confrontés. Je vois présentement avec l'arrivée de la COVID-19, nos gouvernements font face. Quelles réponses donner à la COVID-19 par rapport à des interventions, mais ils oublient les autres maladies, les autres volets, par exemple la santé de la reproduction, comme a parlé Fatimata. Par exemple, le diabète, il y a des malades qui, restant à la maison, j'ai vu des cas, l'auto-injection de l'insuline cause d'autres torts, c'est cause d'autres torts. Ça prouve qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de suivi à ce niveau-là. Et c'est à nous maintenant d'essayer de voir avec nos gouvernements comment faire pour essayer de prendre en compte, malgré la COVID-19. Il ne faut pas laisser les autres maladies parents pauvres à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup. Je pense que vous avez touché plusieurs aspects sur les textes, sur les intrants, sur le politique, sur les moyens. Je voudrais juste entendre Madame Fatima Tassi
justement sur tous ces obstacles-là et surtout, qui sont ceux qui bloquent, quels sont ceux qui empêchent, un peu qui s'opposent à ce que le soin puisse avancer dans nos pays et surtout quelles sont les craintes de ceux qui s'opposent à cela pour une raison ou pour une autre, de votre point de vue. Bon, les craintes, c'est toujours de dire que ben voilà, on va faire une médecine au rabais. Les craintes, c'est de voir aussi les bloqueurs. On en a, hein, des bloqueurs. On en a dans le personnel de santé. Des bloqueurs, on en a aussi dans les syndicats de santé. Les bloqueurs, on a aussi parmi même les populations parce qu'il n'y a pas eu assez, à mon avis, une consultation. On devrait aujourd'hui, dans chacun des pays, c'est d'avoir d'abord une consultation nationale partant de la définition de l'OMS et partant des directives de l'OMS pour avoir une consultation nationale. Et ça, je pense que tant qu'on ne le fera pas et que cette consultation nationale inclut le secteur public, qu'on ait le secteur privé, qu'on ait les pharmaciens, qu'on ait les syndicalistes et qu'on ait des leaders communautaires et des leaders, les leaders communautaires. Ça, pour au moins qu'on commence déjà cette réflexion, et c'est seulement avec cette réflexion peut-être que sur la base de ça qu'on pourrait avancer. La deuxième chose, c'est que je pense que tant qu'ils l'ont dit, on n'a pas encore une stratégie nationale au niveau de chacun des pays qui soit un document qui permette d'aller vers quelque chose de beaucoup plus pour normer. Hein. Vous l'avez dit, Fatoumata Keïta, il manque de documents normatifs. On n'a pas de documents normatifs à ce jour parce que les directives de l'OMS, c'est quelque chose de général. Il faut l'adapter et l'adopter au niveau de certains des pays. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, en termes de volonté politique, c'est que, bon, je crois que Fatoumata Tandine l'a dit, c'est peut-être d'avoir déjà une résolution au niveau de l'Assemblée générale des ministres, l'Assemblée générale annuelle des ministres de la Santé sur cette thématique-là, et qui pourrait au moins aider les pays ou aider les champions au niveau des pays d'avoir quelque chose sur quoi partir pour aller vers ce que j'ai dit, ce terme de consultation, de concertation nationale pour pouvoir le faire. Bon, la question de financement, ça va être toujours ça. Mais on aura un grand plan de plaidoyer à développer suite à tout ça. Donc, je crois que tout a été dit hein, par Fatoumata et Fatima, Tandine, mes deux homonymes. Je voulais juste dire ça pour appuyer ce qui a été dit. Je pense qu'il faut absolument qu'on puisse déjà avoir une stratégie nationale, identifier qui sont les bloqueurs et d'avoir une stratégie pour gérer les bloqueurs. Moi, je pense qu'on va souvent vers des stratégies où on dit on va implémenter, on va mettre en œuvre, mais il faut absolument ceux qui bloquent là. Tant qu'on n'aura pas de stratégie vers les bloqueurs et qu'on sache comment aller avec ces gens-là, on n'ira pas très loin parce que c'est ce qui est arrivé avec la délégation des tâches et qui fait que jusqu'à aujourd'hui, tout le monde dit délégation des tâches. Et ça fait partie des délégations des tâches. Absolument. Merci beaucoup, Aïssata, parce qu'il y a pas mal d'éléments sur ces questions-là. Oui, alors, je voudrais juste dire, moi, j'espère bien reconnecter avec les personnes qui étaient. Merci beaucoup d'avoir été là, parce qu'en plus, on a eu très peu de temps, mais c'était très, très dense. Je m'excuse, j'éteins la caméra parce que ma connexion ne marche pas bien. Mais sincèrement, et je pense avec Aminatou, on va reparler avec vous. Vous savez qu'on est impliqué avec PAS, PRB dans ce groupe. Et ce qui a été dit sur la stratégie nationale, le document normatif et l'adaptation du document général de l'OMS, pour moi, ça reste vraiment une priorité
les lignes directrices de l'OMS sur l'auto-soin et particulièrement sur l'auto-soin en santé sexuelle et reproductive sont extrêmement axées sur la chaîne de service. Et quand on lit ce guide, en fait, il y a pratiquement, et je vous assure, je l'ai fait et je l'ai analysé par mot. J'ai fait une analyse du document où le mot décideur politique est mentionné sur 180 pages 2 fois. Et pour moi, c'est vraiment là où on doit faire quelque chose parce que tout ce que vous venez de dire, Madame Si, sur identifier les bloqueurs pour savoir comment les gérer, c'est-à-dire connaître notre environnement et savoir avec qui communiquer, quelle information donner aux pharmaciens, aux syndicats, aux services de santé et à la communauté. Donc c'est oui, faire de la consultation, mais avoir une information qui reste dans le cadre de cette directive parce qu'on est quand même très heureux d'avoir quelque chose qui rassemble tout le monde. Et je crois qu'à ce niveau-là, enfin moi je serais très, très enchantée d'avoir une réflexion avec vous tous, parce que ça implique la société civile, ça implique l'OAS sur, voilà, on a ce document. Ma crainte pour moi, c'est que ce document vienne cacher ce qu'on doit faire. J'entends parler de cette ligne directrice tout le temps et j'ai peur que comme pour la délégation de tâches, ça vienne cacher le gros travail qu'on doit faire pour l'adapter. Et voilà, on n'a pas eu assez de temps et j'espère vraiment, vraiment qu'on va pouvoir rediscuter de ça parce que pour moi, c'est un de mes dadas complets de voir maintenant comment est-ce qu'on remet ça dans le cadre de nos gouvernements et de nos États. En fait. Merci. Merci beaucoup, Aïssata. Je pense que ça résume tout. On est au bout de notre temps, malheureusement. Juste avant de se quitter, je voudrais déjà qu'on mette toutes nos caméras, comme ça on se voit. Si tout le monde peut mettre sa caméra, on pourrait, Sandy va faire une petite évaluation du moment qu'on a passé ensemble et prendre une photo de tout ce qui était en ligne. Sandy, de moi, si tu veux bien mener l'exercice de cette discussion. Ton micro, Sandy, le micro est fermé. Ah, pardon. Mais il nous reste un peu de temps, en fait. On va nous chasser de la salle. Oui, dans une minute. Allez sur Annotate. Donc, allez là où, en haut de la fenêtre Zoom. Cliquez sur View Options. Donc, voir options. Et puis, annotation. Vous choisissez le tampon ou le stamp et vous choisissez l'étoile. Comme ça, pour indiquer... Pardon, vous choisissez le cœur. Comme ça, pour indiquer votre avis. Donc, est-ce que tout le monde a compris? Moi, je vois tous les visages là. Oui, donc. Voilà. Oui. Donc, vous allez en haut, vous cliquez sur View Options, voir les options. Vous y êtes? Justement, c'est ça que je... Je pense qu'on va être chaque... Continuing the conversation. And very special thanks to Patricia for guiding us through the conversation. And I just wanted to close because I know a lot of people are coming in from your breakout rooms, and I just wanted to thank all of you for your patience. It just goes to show no matter how much planning goes into it, things can just go awry, and I really appreciate everyone just being loose, and I hope you all had great conversations. So thank you again for joining us today, and I hope you have a wonderful rest of your day. So thanks. Thank you.